Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous avons un invité très spécial aujourd'hui. Voici le professeur Jeffrey Sachs de l'Université Columbia, l'un des meilleurs analystes géopolitiques au monde. Et le moment de notre entretien aujourd'hui ne pourrait pas être plus approprié car c'est officiel. Les États-Unis ont frappé l'Iran sur ordre du président Donald Trump. Professeur Sachs, bienvenue dans l'émission et j'aimerais avoir vos premières réactions face à la dernière décision des États-Unis. Merci beaucoup Cyrus pour votre excellent travail. Ravi d'être avec vous. Je pense que c'est une erreur épouvantable qui va s'aggraver et qui va simplement ajouter de l'huile sur le feu mondial déjà déchaîné. C'est une décision très très mauvaise et très dangereuse à mon avis. Oh, absolument. Et je veux un peu approfondir ce sujet parce qu'il y a tellement d'histoires à analyser ici. Vous avez écrit un excellent article dans Common Dreams qui plaidait vraiment pour que nous arrêtions Netanyahou avant qu'il ne nous entraîne tous dans une guerre nucléaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire derrière tout cela? Je veux dire, je pense que c'est quelque chose dont Benjamin Netanyahou rêve depuis de nombreuses décennies, avoir un conflit avec l'Iran. Il semble qu'il ait poussé les États-Unis et Donald Trump à agir comme s'il leur avait forcé la main. Est-ce aussi votre interprétation de la situation? Absolument. Il n'y a aucune raison intrinsèque pour que les États-Unis soient en guerre avec l'Iran. Nous sommes dans cette guerre à cause d'Israël, et plus précisément à cause d'une certaine vision d'Israël qui est menée par Benjamin Netanyahou depuis 30 ans. Il a été Premier ministre pendant la majeure partie de la période depuis 1996, et il a eu une vision radicale de la place d'Israël au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'Israël devrait avoir la liberté de manœuvre pour faire ce qu'il veut, et pour fixer ses frontières, plus précisément pour empêcher la création d'un État palestinien, et pour s'opposer et renverser tout gouvernement au Moyen-Orient qui s'oppose à sa vision expansionniste. Et donc Netanyahou est un partisan de la guerre depuis 30 ans. Maintenant, si cela n'avait dépendu que d'Israël lui-même, cela aurait été triste. Mais la stratégie de Netanyahou depuis 30 ans a été d'entraîner les États-Unis dans les guerres d'Israël. Et en raison du pouvoir du lobby israélien, ou du lobby sioniste aux États-Unis, Netanyahou a réussi à maintes reprises à entraîner les États-Unis dans des guerres absolument inutiles qui n'ont rien apporté aux intérêts de l'Amérique ni à la paix mondiale, mais qui ont plutôt servi un ensemble d'idées délirantes de Netanyahou et de sa coalition politique en Israël. Donc, nous menons des guerres depuis 30 ans, parce qu'Israël sous Netanyahou ne veut pas faire de compromis avec le peuple palestinien et avoir deux États. C'est ahurissant. Il y a deux peuples dans ce qu'on appelait autrefois la Palestine mandataire britannique, la région qui comprend aujourd'hui Israël, Gaza et la Cisjordanie. En d'autres termes, le territoire partagé par deux peuples, les Juifs israéliens et les Arabes palestiniens. Et c'est l'approche de Benyamin Netanyahou et du mouvement politique dont il a hérité dans le parti qu'il dirige, appelé le Likoud, qu'il ne devrait jamais y avoir d'État de Palestine. Au contraire, les Juifs israéliens devraient dominer cette région et peut-être d'autres parties du Liban, de la Syrie et d'autres endroits de la région. Parce que certains interprètent des passages bibliques qui suggèrent que le Grand Israël s'étend en fait du Nil à l'Euphrate, une idée vraiment stupéfiante. Mais pour faire simple, Netanyahou dirige un mouvement politique d'expansion territoriale d'Israël et de domination sur le peuple palestinien, et cela suffirait à lui seul à provoquer la guerre et des troubles dans la région Israël-Palestine. Mais l'idée de Netanyahou, depuis le milieu des années 1990,
combinée à celle des néoconservateurs américains qui ont toujours été au pouvoir, et que tout autre pays du Moyen-Orient qui s'oppose à cette vision expansionniste doit être renversé par la guerre ou un changement de régime. Et l'Iran a toujours figuré sur la liste depuis les années 1990. Et Netanyahou supplie, persuade et incite depuis longtemps, ce qui s'est finalement produit hier. Nous avons un président que les anciens Grecs auraient qualifié de kratique, c'est-à-dire sans maîtrise de soi. Et Netanyahou a poussé Trump, a convaincu Trump, a persuadé Trump de lancer une guerre contre l'Iran. Le grand rêve de Netanyahou depuis 30 ans. Très dangereux. C'est intéressant. On a vu ce clip sur les réseaux sociaux. C'est en quelque sorte l'épreuve des 30 dernières années depuis 1995, quand Netanyahou suppliait le Congrès. Ils sont à quelques mois de développer ces armes. Et puis ce clip est mis à jour tous les 5 ans. Netanyahou répète cela depuis 30 ans pour l'obtenir. Je suis certain qu'il est très content. Son rêve d'une guerre avec l'Iran s'est enfin réalisé. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur ce que vous pensez du président Trump, parce qu'il a certainement fait campagne sur la promesse d'être le président de la paix. Vous savez, même en remontant à 2013, il avait en fait envoyé un tweet disant « Je pense qu'Obama va déclencher une guerre avec l'Iran parce qu'il n'a pas la capacité de négocier. » Et nous voilà 12 ans plus tard, et c'est Trump qui déclenche réellement la guerre avec l'Iran. Je veux dire, est-ce que c'est juste Trump? Est-ce qu'il n'a aucun pouvoir à cause de ce lobby israélien, ou est-ce que quelque chose a changé dans sa tête? Je veux dire, quel est votre avis sur Trump et sa décision soudaine d'impliquer les États-Unis dans une autre guerre? Je pense que vous avez mis le doigt sur les 2 points essentiels. L'un porte sur la définition de la politique étrangère américaine. Quel est le rôle du lobby israélien, par exemple? Le second point est l'état d'esprit. Permettez-moi d'aborder ces 2 aspects. Le président russe Poutine, a dit quelque chose de très intéressant en 2017 lors d'une interview qu'il a accordée au journal français Le Figaro. Et j'ai toujours trouvé cela assez frappant. Il a dit qu'il avait déjà eu affaire à de nombreux présidents américains à ce moment-là, en 2017. Et il a dit qu'ils arrivaient au pouvoir avec des idées, mais ensuite des hommes en costume sombre, attachés cases et cravate bleue, viennent leur expliquer la réalité. Et on n'entend plus jamais parler de ces idées. Et ce que Poutine disait, et il le sait bien, compte tenu de sa propre histoire politique, c'est que la CIA, l'État profond aux États-Unis, la communauté du renseignement, le Pentagone, les commissions des services armés du Congrès, les entrepreneurs militaires, ce sont eux les hommes en costume sombre, cravate bleue et attachés cases. Et ils dirigent la politique étrangère de façon bien plus cohérente que n'importe quel président individuel. Et pendant qu'on voit Trump sur les réseaux sociaux et tout le reste, il y a bel et bien un état profond. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une continuité de la politique qui s'étend sur des décennies. Et c'est la première fois qu'on voit cela se dérouler. La politique étrangère américaine, depuis des décennies, a servi les intérêts d'Israël. Pas automatiquement, pas immédiatement, mais au moins finalement. Les États-Unis ont fait la guerre ou soutenu des guerres au nom de Netanyahou depuis 30 ans. La guerre en Irak, le renversement du gouvernement syrien, la guerre en Libye, l'invasion du Liban par Israël, les guerres que les États-Unis ont soutenues au Soudan et en Somalie, et maintenant la nouvelle guerre en Iran. Tout cela figurait depuis le début sur la liste de Netanyahou. Mais le deuxième élément, c'est l'état d'esprit. Qu'est-ce que Trump pense faire? En fait, je pense qu'il croit vraiment aux déclarations qu'il a faites au cours des dernières 24 heures, qui sont absurdes, à savoir que, eh bien, le travail est terminé. Maintenant, l'Iran va céder à la table des négociations et nous reviendrons à la paix. Et je pense à la paix en lettres majuscules, point d'exclamation, point d'exclamation. Trump pense qu'il a mis fin à la guerre avec un raid de bombardiers,
mais il a déclenché une guerre bien plus vaste. Et nous avons vu, en l'espace de quelques heures, de façon totalement prévisible et compréhensible, que l'Iran a lancé des missiles sur Tel Aviv et que les Houthis ont également lancé leur attaque contre Israël. C'est le début de l'escalade. Ce n'est pas fini. Il y a donc un état d'esprit extrêmement arrogant au sein de la direction américaine, selon lequel c'est nous qui décidons. Donc Donald Trump pense probablement qu'il n'entre pas dans une guerre prolongée. Il pense sûrement, voilà, j'ai fait le job. Mais est-ce que c'est une sorte de stupidité qui s'ajoute à cette réalité profonde de l'état profond ? Je trouve ça incroyable que le président Trump tweete pour féliciter l'armée américaine. Beau travail, les gars. Nous avons fait le travail. Nous avons bombardé l'Iran avec succès. Maintenant, c'est le moment pour la paix. Il est incroyable que cela puisse être dit dans le même message. Malgré les bombardements, il est temps d'œuvrer pour la paix. Et je voudrais parler un peu plus spécifiquement de l'Iran. Je veux dire, il y a eu beaucoup de spéculations, bien sûr. Donald Trump a dit « Ok, maintenant, l'installation nucléaire a été complètement détruite. C'est impossible, c'est fini. » Mais il y a aussi de nouveaux rapports qui sortent qui disent essentiellement que ces bombes ont juste touché l'entrée de l'installation. La matière nucléaire et tout le contenu de cette installation ont été déplacés il y a des mois. Donc, c'est vraiment du vent, presque juste pour la forme. Je veux dire, avez-vous des informations, vous savez, est-ce que ces frappes ont réellement causé du tort à l'Iran? L'accord a-t-il vraiment stoppé le programme nucléaire iranien? Je n'ai absolument aucune connaissance interne ni d'expertise technique, mais j'ai beaucoup d'expérience. Et je peux dire que des affirmations comme celle-ci sont ridicules. L'idée que l'Iran soit simplement resté les bras croisés en attendant que ces frappes largement annoncées aient lieu est absurde. Nous avons déjà entendu le président Poutine dire qu'il existe de nombreux sites en Iran impliqués dans leurs opérations nucléaires, et cela est sans doute vrai. Il est également très courant que nous annoncions des victoires sur la base de ces actions individuelles, qui ne sont que des préludes à de très longues guerres. Nous l'avons fait encore et encore. Donc je n'ai absolument aucune connaissance technique de ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais en principe, nous devrions faire preuve de beaucoup de scepticisme. Le fait que des missiles hautement destructeurs qui ont frappé Tel Aviv et ont été lancés peu de temps après cette opération décisive devrait nous suffire à comprendre que l'idée selon laquelle cette frappe chirurgicale aurait réglé le problème est absolument fausse. Je pense qu'il a été très intéressant d'observer les réseaux sociaux au cours des dernières 24 heures. Le groupe Make America Great Again considère cela comme une grande victoire. L'armée américaine était la meilleure au monde. Nous sommes incroyables. Mais je pense que Trump est aussi en train de perdre une grande partie de sa base. Beaucoup d'Américains sont très frustrés que cela soit, encore une fois, une nouvelle guerre pour les États-Unis. Mais professeur, je voulais vous poser une question sur l'Iran et sa position au Moyen-Orient. Et on a toujours entendu dire que l'Iran est l'agresseur. Et par exemple, Israël a dû lancer cette attaque contre l'Iran parce qu'il était en danger. Je pense qu'il est très clair qu'il s'agissait d'une attaque non provoquée d'Israël pour lancer tout cela il y a environ une semaine. Mais qu'est-ce qui manque à ce tableau? Je veux dire, qu'est-ce que les Américains et les Occidentaux doivent mieux comprendre sur le rôle de l'Iran dans la région, sur ce qu'il faisait et sur tout ce qui s'y passe? Bien sûr, c'est une histoire longue et riche, car l'Iran est une civilisation de 5000 ans. C'est l'une des grandes civilisations du monde. C'était le premier grand empire du monde antique à grande échelle. Fait intéressant, dans la Bible hébraïque, c'est le dirigeant perse Cyrus qui est appelé le Messie du peuple juif. Car en réalité, si l'on remonte au Xe siècle avant Jésus-Christ,
c'est le Shah perse, Cyrus, qui sauve le peuple juif ou les dirigeants juifs de leur captivité par les Babyloniens et leur permet de retourner reconstruire le temple de Jérusalem. Ainsi, l'histoire du peuple juif et du peuple iranien remonte à 2 millénaires et demi. C'est en fait assez intéressant parce que, encore une fois, dans de nombreux cas, il n'y a aucune raison intrinsèque à la haine, à la virulence et au prétendu choc des civilisations. Il y a un manque total de compréhension, soutenu et provoqué par la propagande, par une lecture délibérément erronée de l'histoire, et ainsi de suite. Mais je commence par ce point parce que l'Iran est l'héritier d'une civilisation très fière et très ancienne. Et l'Iran, il y a beaucoup à dire à son sujet. Mais une chose qu'ils savent, c'est que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont beaucoup fait pour saper la place de l'Iran dans le monde durant la seconde moitié du XXe siècle. En 1953, qui est un bon point de départ pour la situation actuelle, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont été profondément offensés par une idée radicale du premier ministre iranien de l'époque, Mossadegh, qui a dit « Vous savez, le pétrole sous notre sable nous appartient. » Et les Britanniques et les Américains ont dit « Non, 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 c'est à nous et vous ne l'aurez jamais. » Et ils ont renversé Mossadegh et instauré un état policier. Et cet état policier a duré jusqu'en 1978. Puis le Shah d'Iran, qui était physiquement malade, mais qui avait profondément aliéné sa société par des mesures d'état policier pendant des décennies, a été renversé lors de la révolution iranienne. Lorsque les États-Unis ont accueilli le Shah malade pour son traitement contre le cancer, des étudiants ont envahi l'ambassade américaine et ont pris des Américains en otage. Et cela est devenu l'une des grandes causes de l'Amérique. Nous avons été humiliés et l'Iran est notre ennemi mortel. Et en fait, il n'y a eu aucune tentative, peut-être que c'est trop demandé, mais il n'y a eu absolument aucune tentative à l'époque de comprendre de quoi il s'agissait. Pourquoi les Iraniens expriment-ils leur haine envers les États-Unis ? Il n'y avait pas d'histoire. Les Américains ne sont pas doués pour l'histoire. Ils ne veulent assumer aucune responsabilité. Ils ne veulent pas comprendre le contexte. Mais il suffit de dire que, en commençant par la prise d'otages et la peur de ce nouveau régime qui a pris le pouvoir en 1979, les États-Unis sont presque immédiatement entrés en conflit contre lui. Nous avons armé et financé Saddam Hussein en Irak, juste à côté, pour lancer et poursuivre une guerre très, très violente contre l'Iran qui a tué beaucoup de gens, des centaines de milliers de personnes. Donc en réalité, la guerre avec l'Iran remonte déjà aux années 80, lorsque les États-Unis soutenaient le voisin d'à côté pour attaquer le nouveau régime. Eh bien, les Israéliens en sont venus à considérer ce gouvernement comme une menace mortelle, parce que le régime iranien et le régime islamiste déclaraient soutenir la cause palestinienne. Moi aussi d'ailleurs, que je soutiens une solution à 2 États. Ce n'est pas un point de vue radical. L'idée que les Palestiniens devraient avoir l'autodétermination politique est une idée que plus de 180 des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies expriment activement. Mais pour Israël, et surtout pour ce mouvement que Netanyahou dirige, ce parti politique Likoud et ce mouvement du Grand Israël, tout partisan de la cause palestinienne est un ennemi mortel. Donc l'Iran est devenu l'ennemi mortel numéro 1 du Likoud et de l'Israël de Netanyahou. Et ensuite,
à cause du pouvoir du lobby israélien aux États-Unis, qui a aussi des racines très intéressantes, mais qui est une partie très très puissante de l'État profond américain. L'Iran n'était pas seulement un ennemi à cause de la prise d'otages et du fait qu'ils défendèrent des choses que les Américains ne voulaient pas, mais aussi parce que l'Iran était l'ennemi numéro 1 d'Israël. En 1996, Netanyahou et ses alliés politiques américains ont publié un document politique intitulé Clean Break. Et dedans, Clean Break disait qu'on ne combat pas des groupes comme le Hamas et le Hezbollah en affrontant directement ces groupes militants. On les combat en renversant les gouvernements qui les soutiennent. Donc ce que Netanyahou envisageait, c'était de refaçonner les gouvernements du Moyen-Orient à l'image d'Israël, si je puis dire. En d'autres termes, nous, Israël, avec les États-Unis, renverserons tous les gouvernements qui soutiennent la cause palestinienne et surtout ces groupes militants palestiniens. L'Iran était en tête de liste. Donc ces nouveaux événements sont l'aboutissement de 30 ans de la campagne de Netanyahou pour entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Maintenant, un point crucial que les gens doivent de comprendre, et qui est tellement contraire à la propagande que nous entendons jour après jour, c'est que les Iraniens, depuis des décennies, disent qu'ils veulent des relations normales avec les États-Unis. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires. Nous voulons que les États-Unis mettent fin à leurs sanctions. Nous sommes ouverts à un accord dans lequel nous sommes inspectés et surveillés. Nous voulons un programme nucléaire civil comme tout pays peut en avoir. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires. En effet, le guide suprême religieux a publié il y a des décennies une décision religieuse, une fatwa, qui disait que l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Nous n'en voulons pas. L'Iran l'a dit à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des Iraniens, des universitaires et des hauts responsables viennent me voir depuis des décennies en disant « Nous voulons négocier avec votre gouvernement. Nous voulons normaliser les relations. » Et bien sûr, et je veux que tout le monde se souvienne de ce fait fondamental, en 2016, le président Obama a en fait négocié avec les Iraniens un accord pour arrêter le programme d'armes nucléaires. En fait, permettez-moi de le formuler plus correctement. Pour empêcher un programme d'armes nucléaires parce que les Iraniens n'en menaient pas, mais pour s'assurer qu'il y avait une vérification, une surveillance, des limites à l'enrichissement de l'uranium et tout le reste. Et c'est ce qu'on appelle le plan d'action global commun, ou plan d'action global commun. En d'autres termes, un accord a été conclu il y a 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump a été élu, le lobby israélien s'est activé, et Trump s'est retiré du plan d'action global commun. Il a donc abandonné l'accord qui aurait permis d'éviter tout cela. Et depuis, je parle avec des Iraniens. Mois après mois, en visitant Téhéran, en parlant avec des hauts responsables que je rencontre lors de différentes réunions à travers le monde. Ils me demandent toujours « Avez-vous un accès à la Maison-Blanche ? Pourquoi ne nous écoute-t-il pas ? Nous voulons négocier. » C'était vrai pendant toute la période Biden. C'était vrai au début de l'administration Trump. On demandait souvent « Connaissez-vous quelqu'un à la Maison-Blanche ? » Nous voulons négocier. Le lobby israélien travaille d'arrache-pied pour empêcher le peuple américain de comprendre tout cela. Et tout n'est qu'un immense mensonge. La seule solution serait la guerre et le changement de régime. Mais c'est l'approche de Netanyahou, et nous sommes des dupes, et Trump est le plus récent à s'être fait avoir par cela. Et vous savez, si ce n'était que Trump, ce serait une chose. Mais il nous entraîne avec lui. Et il entraîne le monde entier dans cette nouvelle vague de catastrophes. Oui. Merci pour ce contexte historique, professeur Sachs. C'est incroyable. Je veux dire que nous, en regardant en arrière, nous réalisions qu'un accord était en place depuis 10 ans.
Trump s'en est débarrassé, les Iraniens étaient là. Je veux dire, même si on remonte à mars de cette année, Tulsi Gabbard était venu témoigner en disant qu'ils ne veulent pas d'armes nucléaires. Vous savez, Toutes nos analyses d'experts, et vous savez, Donald Trump étant conseillé qu'ils ne veulent pas d'armes nucléaires, ils ne construisent pas d'armes nucléaires et il le nie tout simplement. Cela illustre l'immense influence de Netanyahou et du lobby israélien sur notre gouvernement, ce qui est tout bonnement scandaleux. C'est incroyable. et vous savez, pendant les premiers mois de l'administration, des gens m'ont dit, à la Maison Blanche ou autour, ne t'inquiète pas, on négocie. Ils peuvent en fait, d'une certaine manière étrange, comme je l'ai dit, d'une manière illusoire, y croire. Parce que même le message de Trump, d'accord, nous avons fait ce bombardement, maintenant tout est fini. Maintenant tout ce qu'ils ont à faire, c'est céder à la table des négociations. C'est peut-être leur illusion. En fait, c'est tellement particulier, mais tellement prévisible. Aussi, encore une fois, cette stratégie de rupture nette de Netanyahou. En revenant 30 ans après le 11 septembre, nous savons qu'elle a entraîné une liste de 7 guerres à poursuivre. Et les Américains devraient comprendre que ce qui vient de se passer hier est le 7e sur la liste. Ces 7 pays comprenaient l'Irak. Ils comprenaient la Syrie, le Liban, la Somalie, le Soudan, la Libye et l'Iran. Et sur ces 7 pays, nous avons été activement engagés dans 6 d'entre eux, parmi eux, dans la plupart des cas. Le 7e a commencé seulement hier. Des temps troublants s'annoncent. J'aimerais vous poser une question sur le guide suprême iranien. Pensez-vous qu'il y a une volonté de changement de régime? Est-ce le prochain objectif des États-Unis d'intervenir et d'éliminer réellement le guide suprême et d'installer un gouvernement issu d'un coup d'État? Et une question de suivi à ce sujet, une deuxième partie serait que j'ai vu beaucoup de gens essayer de dire que le peuple iranien veut cela. Il souhaite le renversement du régime et le remplacement de son dirigeant. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils soutiennent le gouvernement américain, ce qui est absurde. Personne ne veut subir des bombardements et encore moins voir des civils tués. Mais donne-moi ton avis. Est-ce qu'on assiste potentiellement à un changement de régime? Les États-Unis vont-ils tenter d'installer un gouvernement issu d'un coup d'État par la suite? Eh bien, Netanyahou est absolument explicite à ce sujet. Le régime iranien doit être renversé. Trump a publié, vous savez, des messages particulièrement odieux sur Truth Social ces derniers jours. Nous connaissons la localisation du guide suprême, mais nous ne le tuerons pas, bien que ce soit possible à tout moment. Mais, vous savez, on verra. D'ailleurs, cette vulgarité, on ne peut pas imaginer un président des États-Unis parler comme un mafieux, même si la mafia parle de façon plus sophistiquée que ça. Donc c'est vraiment... C'est très décourageant. Mais il n'y a aucun doute sur ce que Netanyahou veut. Mais toute cette histoire de changement de régime, c'est au cœur de l'approche de la politique étrangère des États-Unis. Nous avons probablement mené une centaine d'opérations de changement de régime, principalement dirigées par la CIA, l'État profond ou le Pentagone depuis le début de l'ère d'après la Seconde Guerre mondiale. Il existe un excellent livre intitulé Changement de régime clandestin, écrit par le professeur Lindsay O'Rourke en 2017, qui a documenté de manière très minutieuse et très systématique 64 opérations clandestines de changement de régime entre 1947 et 1989. Elle a cité l'élève du grand politologue John Mearsheimer. Et cette idée de changement de régime est profondément ancrée dans la politique étrangère américaine. C'est aussi le cas, comme le documente le professeur O'Rourke, que cela ne se passe pas bien. Beaucoup de ces opérations échouent. Celles qui réussissent échouent aussi, car au lieu de créer un nouveau gouvernement stable, on se retrouve avec une cascade de coups d'État, ou une guerre civile, ou une structure gouvernementale bien pire que celle que l'on pensait renverser, et ainsi de suite. Donc, il y a une profonde naïveté et un schéma qui se répètent dans tout cela.
Je devrais dire d'ailleurs que l'approche de la politique étrangère d'Israël est double. La première consiste à assassiner des dirigeants étrangers, et la seconde à entraîner les États-Unis dans les guerres d'Israël. Israël suit donc aussi beaucoup l'idée qu'il suffit d'éliminer le guide suprême ou tuer le chef de l'armée ou éliminer le chef du Hezbollah, et tout ira bien. Bien sûr, rien n'est plus éloigné de la vérité. Les guerres et les conflits que nous avons sont basés sur la politique, pas sur les individus. Le problème avec Israël et le Hamas ne concerne pas le chef du Hamas, ni le chef du Hezbollah, ni le chef de l'Iran. Il s'agit du fait que 8 millions de Palestiniens sont sous le joug oppressif d'Israël et cherchent leur autodétermination politique, ce qui pourrait à nouveau passer par une solution à 2 États. Donc toute l'idée de changement de régime en tant que l'élixir qui va régler la situation est illusoire. Oui, oui. Professeur Sachs, une dernière question pour vous ce soir et merci encore pour tout votre temps aujourd'hui. Quelles sont vos prédictions sur l'évolution de la situation? Pensez-vous que c'est le début d'une nouvelle guerre qui pourrait dégénérer en un conflit régional plus vaste? Sera-ce la prochaine guerre sans fin de l'Amérique? Qu'est-ce que les citoyens américains devraient exiger de leur gouvernement et à quoi devrions-nous nous préparer? Eh bien, plutôt que de faire des prédictions, ce dans quoi je ne suis pas très bon, je dirais ce que nous devrions faire. Donc, je vais prendre cette partie de la question. Ce que nous devrions faire. C'est en fait essayer de mettre fin aux guerres perpétuelles qui ont fait rage au Moyen-Orient sous la surveillance de Netanyahou et d'aller à la racine du problème, à savoir, croyez-le ou non, une solution à 2 États en Palestine et en Israël mettrait également fin aux guerres au Liban, en Syrie, en Iran, ainsi qu'à travers la mer Rouge dans la Corne de l'Afrique et en Afrique du Nord, car tout cela est tellement interconnecté. Et une grande partie de cela revient à l'idée qu'il y a des mouvements militants, parce que la cause palestinienne trouve du soutien dans toute la région musulmane, les pays arabes et les États islamiques de manière plus large. Plus de 180 pays dans le monde, représentant 95% de la population mondiale, disent « Allez, 2 États, selon le droit international, un État d'Israël, qui d'ailleurs représenterait 78% de la Palestine britannique, et un État de Palestine à côté. » Vivre en paix est tout à fait possible, c'est réalisable, c'est la voie vers la paix. Et dans ce contexte, on pourrait avoir la paix, on pourrait mettre fin à cette raison sous-jacente pour Israël et pour Israël. Des guerres incessantes de choix. Et les États-Unis pourraient réellement faire ce que Donald Trump pense avoir fait, c'est-à-dire amener l'Iran à la table des négociations, ce que l'Iran réclame depuis des décennies, afin de s'assurer qu'aucune arme nucléaire ne soit développée. Allons-nous le faire? Eh bien, ce serait en fait assez simple à faire, instaurer la paix au Moyen-Orient. Allons-nous le faire? Non, très probablement pas. Je ne veux pas fermer la porte à cette idée parce qu'elle est fondamentalement juste. Mais est-ce qu'on le fera? Probablement. Eh bien, 30 ans d'expérience nous disent que disent que non. Nous allons probablement rester sur une voie de violence, de destruction et d'escalade qui est extrêmement dangereuse. Laissez-moi ajouter un autre point. S'il vous plaît, le monde est rempli d'armes nucléaires. Il y a 9 pays qui possèdent des armes nucléaires. Plusieurs d'entre eux sont de solides alliés de l'Iran. Au moins 2 d'entre eux, la Corée du Nord et le Pakistan,
On peut imaginer une situation dans laquelle ils rendraient leurs armes nucléaires disponibles à l'Iran. L'idée que vous bombardiez 3 sites en Iran et que vous réglez ainsi la question de l'escalade nucléaire est tellement stupide en soi. Parce que l'escalade du conflit signifie que nous nous rapprochons toujours plus de la guerre nucléaire d'une manière ou d'une autre. Nous devons remettre les pendules à l'heure concernant les réalités mondiales fondamentales. Et si nous voulons éviter une guerre nucléaire, cela ne se fait pas en bombardant 3 prétendus sites nucléaires. Cela passe en réalité par la paix, puis par un mouvement vers le désarmement nucléaire, qui est l'obligation des États-Unis ainsi que des autres signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il nous faut donc une approche radicalement différente. C'est à portée de main. Ce n'est même pas compliqué, mais il est peu probable que ce soit celle que cette administration adopte. Professeur Sachs, merci infiniment pour votre temps. Vos analyses sont toujours remarquables. C'est toujours un plaisir d'apprendre de vous et merci pour votre travail. Nous sommes honorés d'avoir eu votre temps aujourd'hui. Monsieur, c'était un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. C'est noté. Prenez soin de vous. Eh bien, à tous, ce fut un immense plaisir d'inviter le professeur Jeffrey Sachs pour l'entretien exclusif d'aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié ces analyses incroyables. Pour moi, c'est incroyable d'entendre l'histoire fascinante et le contexte que seul le professeur Sachs peut fournir. Honnêtement, il est l'un des meilleurs experts en géopolitique au monde. Partout où il y a un conflit mondial, le professeur Sachs maîtrise les détails et apporte des connaissances exceptionnelles. Quant à moi, je n'arrive pas à croire que les États-Unis se soient officiellement lancés dans un nouveau conflit au Moyen-Orient, mais comme le professeur Sachs l'a expliqué dans l'entretien d'aujourd'hui, cela fait 30 ans que cela se prépare. C'est le rêve de toute une vie de Benjamin Netanyahou qui, malheureusement, avec le lobby israélien, exerce un immense pouvoir sur le gouvernement des États-Unis. Quelle est la prochaine étape que nous réserve l'avenir? Personne ne le sait vraiment, mais je vous garantis que ce ne sera pas une promenade de santé pour les États-Unis. Ce ne sera pas un conflit rapide. Très certainement, le Moyen-Orient va rester très instable pour un avenir prévisible. Mais comme toujours, vous pouvez compter sur cette chaîne pour les meilleures interviews et analyses. Je vous remercie tous pour votre soutien incroyable. Assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'interview d'aujourd'hui et j'ai hâte de vous retrouver tous très bientôt dans notre prochaine vidéo.